Bonjour, nous voici donc à la séance de ce cours de philosophie de l'Université du temps libre de Tarbes du 7 décembre 2021, donc l'avant-dernière séance qui sera comme les autres divisée en deux parties, l'avant-dernière séance avant les vacances de Noël. Et désormais, donc, comme je le disais la semaine dernière, désormais à distance, en visio, et j'espère pour le moins longtemps possible. Pour vous donner une perspective d'ensemble sur le déroulement de ce cours, je n'en aurai pas terminé au moment où surviendront les vacances de Noël, et donc ce cours se poursuivra après les vacances de Noël, et nous aurons bien sûr l'occasion de réfléchir pour finir sur la notion de fraternité, puisque nous voilà maintenant embarqués dans l'examen du deuxième terme de la devise, l'égalité. Il sera question de la fraternité après les vacances de Noël, et je pense que ce cours devrait se terminer au courant du mois de janvier. Je terminerai par quelques considérations générales de conclusion et en posant un certain nombre de problèmes, mais en les posant seulement, sans les examiner pour eux-mêmes, sur des problèmes qui concernent ces trois notions de la devise républicaine. Après quoi, je vous dis tout de suite que je n'ai aucune idée du sujet que je traiterai. J'ai décidé, comme je vous l'ai dit, je crois, en commençant ce cours, j'ai décidé de n'entreprendre que des questions de portée limitée, avec des objectifs et des ambitions eux-mêmes limités, et je réfléchirai là, pendant les vacances de Noël sur ce qui pourra suivre cette réflexion sur la devise républicaine. Si vous avez des idées, si vous avez des désirs, n'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être, enfin, je commence à songer à m'intéresser peut-être à des textes courts, des textes qui tiendraient sur une page ou guère plus, et dont l'explication pourrait constituer un thème de réflexion. Mais je reviens donc à notre devise, puisque, donc, comme je le disais, c'est maintenant de l'égalité qu'il est question. Et concernant l'égalité, je suis amené à suivre un parcours qui est assez parallèle à celui que nous avions suivi pour la liberté, pour la première des trois notions de la devise républicaine. Et nous rencontrons donc cette idée que l'égalité est elle aussi, comme la liberté, un fait de nature. Un fait qui se résume dans la formule de Hobbes, dans le Léviathan au chapitre 13, formule que j'avais citée la dernière fois et que je répète: la différence d'un homme à un autre n'est pas si considérable qu'un homme puisse de ce chef, du fait de cette différence donc, n'est pas si considérable qu'un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui. Voilà le principe de l'égalité naturelle entre les humains. Ce principe de l'égalité naturelle, bien entendu, connaît des exceptions, je l'avais dit, dont sans doute la plus évidente, la plus immédiate, la plus commune, est celle qui concerne la différence des adultes aux enfants. Cette différence, en effet, par exemple, des parents à leurs enfants est telle qu'il est parfaitement légitime d'affirmer que les premiers, les parents, ont une autorité naturelle sur les seconds et ont un droit de les commander. Mais il ne serait jamais, en aucun cas, donc légitime de passer de cette situation respective des parents et des enfants à une analogie politique qui verrait dans les dirigeants politiques, dans les chefs politiques, quelque chose comme l'analogue des parents concernant les enfants qui seraient, eux, comparés au peuple que dirigent donc les chefs politiques. Il n'y a pas d'analogie légitime, d'analogie possible entre, d'une part, le rapport d'autorité des parents sur les enfants
et le rapport d'autorité des dirigeants politiques, des chefs, des gouvernants à leur sujet. Reste, comme je l'avais dit, qu'il est quand même un peu difficile de regarder les humains comme tous également raisonnables, tous également susceptibles, capables de se diriger eux-mêmes dans l'existence. Alors un cartésien, puisque c'est Descartes qui nous dit que la raison est naturellement égale en tous, que ce pouvoir de bien juger a été dispensé par la nature à égalité entre tous les hommes, un cartésien répondrait qu'on constate en effet de très grandes différences entre les esprits humains, mais il ajouterait que l'esprit, précisément, eh bien, ce n'est pas la même chose que la raison. La raison, c'est cette lumière naturelle que la nature a équitablement distribuée entre les hommes. La nature, c'est-à-dire en fait, pour Descartes, Dieu, créateur, par l'entremise de la nature, c'est-à-dire que la nature étant créée par Dieu, et la nature humaine en particulier étant créée par Dieu, nous devons au Créateur la reconnaissance pour ce fait d'avoir distribué également aux humains ce qu'il appelle la lumière naturelle. Seulement, il faut faire une différence entre cette lumière naturelle que nous devons au Créateur, ou d'ailleurs, par exemple, pour d'autres comme Spinoza, à une nature qui n'a pas été créée, mais qui est une puissance immanente, autonome, de production des réalités. Pour Spinoza, les hommes sont en effet doués de raison, et alors, sans doute aussi je dirais, à égalité par la puissance de la nature, mais sans doute pas de la même façon, parce qu'il n'y a pas à l'origine de cette égalité de la raison en tous les hommes, il n'y a sûrement pas d'intention créatrice, de volonté créatrice qui émanerait d'une intelligence supérieure. Il y a une production naturelle, ce qui compromet beaucoup, alors là, l'idée d'égalité. Il y a sans doute dans une conception naturaliste comme celle de Spinoza, il y a sans doute une possibilité beaucoup moins évidente de fonder de manière absolue l'égalité entre les humains. En tout cas, pour un cartésien, je dirais, de stricte observance, un cartésien fidèle à l'intuition cartésienne initiale, eh bien, il y a une différence à faire entre la raison et l'esprit humain. L'esprit n'est plus cette faculté immuable et éternelle dont Dieu a doté à égalité, équitablement, tous les humains. L'esprit, c'est une combinaison que chacun réalise de manière différente entre toutes les aptitudes psychologiques qui nous caractérisent. Par exemple, il y a dans l'esprit de la sensibilité, il y a de la mémoire, il y a de l'imagination. C'est ce que, dans la langue cartésienne, on appellera l'ingenium. L'ingenium, et c'est une traduction du mot esprit, l'ingenium, c'est donc cette combinaison tout à fait originale que réalise chaque être humain individuel et qui est à l'origine, au fondement, de ce qu'on peut appeler le génie de l'individu. Génie au sens originel du terme. Et on retrouve ici la racine dans ingenium, dans génie, la racine qui signifie naissance et qu'on retrouvera, je l'avais dit, dans le mot nature. Eh bien, la nature de chacun, la nature particulière, la nature individuelle, idiosyncrasique de chacun, idiosyncrasique signifiant le mélange, crasis, s'une ensemble de toutes les propriétés particulières, idios, qui se retrouvent chez un individu. Donc l'idiosyncrasie, c'est le mélange particulier, la recette, si vous voulez, constitutive de chacun individuellement. En chacun individuellement se trouve pour Descartes la lumière naturelle qui est égale en tous et qui est identique en tous, mais
dans cette idiosyncrasie se distribuent différemment, donc inégalement, un certain nombre de capacités, un certain nombre de facultés, je le répète, la sensibilité, la mémoire, l'imagination, qui vont définir la particularité de chacun. Et cela, évidemment, compte beaucoup pour mesurer la capacité de chacun à se diriger dans l'existence. Mais la différence entre l'ingenium, le génie propre de l'individu, et sa raison, c'est que la raison est une faculté éternelle, immuable, que Dieu a également distribuée en tous, tandis que l'ingenium est une combinaison particulière qui est toujours susceptible de varier et par conséquent qui est accessible à la modification, à la transformation par l'éducation. Ce qui veut dire que dans cette idée d'une égalité foncière de tous les humains au regard de la raison, se trouve implicitement contenu, se trouve en germe la possibilité d'une modification et d'une amélioration de l'humanité. Et on est là à la source de l'intérêt que cultivera le XVIIIe siècle pour le projet d'éducation de l'humanité. En instituant notre devise, la Deuxième République, donc à partir de la Révolution de 1848, la Deuxième République anticipe le projet que mènera à bien la Troisième, à savoir le projet d'une instruction publique, projet qui avait déjà été forgé au XVIIIe siècle et défendu à la tribune de l'Assemblée législative par Condorcet d'une instruction publique, mais qui ne sera accompli que par la Troisième République. Voilà donc ce que signifie cette affirmation de l'égalité en tous de la raison. Ça ne veut pas dire, en effet, que cela nous rende immédiatement tous également capables de nous diriger dans l'existence. Mais au moins, potentiellement, nous avons cette capacité sous condition de recevoir l'éducation propre à développer cette capacité. Et je pense que c'est là ce que Hugo voulait dire en écrivant que l'égalité, c'est le fait. Alors, bien des contresens ont été commis sur cette affirmation dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Bien des contresens ont été commis sur l'affirmation de l'égalité. On a voulu y voir un acte, on a voulu voir dans cette affirmation un acte performatif. Performatif au sens où, alors ce terme de performatif est un terme technique qui est dû à un philosophe linguiste, philosophe du langage du XXe siècle, qui s'appelle Austin. Austin, cela s'écrit comme la ville du Texas. Eh bien, Austin appelle performatif un énoncé qui, par le fait même d'être prononcé, accomplit l'action qu'il énonce. Par exemple, lorsque le prêtre, par exemple, ou un représentant officiel de l'administration publique, un maire, par exemple, dit « je vous déclare unis par les liens du mariage, je vous marie », eh bien, par le fait même qu'il dit « je vous marie », eh bien, les individus présents se trouvent mariés, de la même façon que par le simple fait que le prêtre, à condition d'accomplir simultanément les gestes requis, lorsque le prêtre dit « je te baptise », eh bien, celui à qui s'adresse cette parole est de ce fait ipso facto baptisé. Cela vaut pour par exemple, celui qui baptise un enfant, un prêtre, celui qui baptise un bateau en lui donnant un nom. Alors, ce qu'on appelle ainsi performatif, au sens strict, au sens étroit du terme, c'est cet énoncé qui fait ce qu'il dit qu'il fait par le simple fait de le dire. Alors, cette signification du performatif a été élargie, a été étendue
a une signification, on va dire, plus vague, moins déterminée, et qui consiste à appeler performatif un énoncé qui, par le fait de dire quelque chose, agit sur la réalité. Pas forcément pour faire exactement ce qu'il dit qu'il fait, mais pour modifier l'état des choses. Alors ça, c'est une extension de la signification de l'adjectif performatif qu'on peut éventuellement critiquer, mais enfin qui s'est imposée dans la langue, et on a fini par appeler performative toute parole qui produit un effet dans la réalité, qui ne se contente pas de commenter, qui ne se contente pas de décrire, mais qui, par le simple fait précisément de parler ou d'écrire, eh bien, modifie quelque chose dans le monde réel et en particulier dans le monde humain. Parce qu'évidemment, vous ne changez pas grand-chose à l'état de la réalité quand vous dites « il pleut » ou quand vous dites « il neige » ou « il fait soleil ». En revanche, vous changez quelque chose probablement à l'état des choses humaines lorsque vous lui ajoutez à cet état ce simple constat, ah ben, ça va plutôt bien ou ça va plutôt mal. Parce que le simple fait de dire d'une situation qu'elle est plutôt favorable ou qu'elle est plutôt défavorable peut conduire les êtres humains qui sont engagés dans cette situation, peut les conduire à non seulement modifier eux-mêmes leur appréciation sur la situation et trouver eux-mêmes que ça va bien ou que ça va mal, mais c'est d'une certaine manière, par exemple, de les encourager à agir dans tel ou tel sens. Voilà la signification qu'a fini par prendre l'adjectif performatif au-delà du sens strict que lui donnait Austin dans ce livre que vous pouvez lire, qui est tout à fait accessible aux deux sens du terme. Il est accessible, c'est édité, c'est disponible dans le commerce, et c'est un livre qui n'est pas très difficile, pas trop difficile à lire. Ce livre s'intitule « Quand dire, c'est faire ». Voilà, quand dire, c'est faire. Quand dire revient à faire, c'est édité aux éditions du Seuil en format poche, et vous trouverez ça facilement. Voilà, c'est une très intéressante réflexion sur le langage et plus spécialement sur ce qu'on appelle les actes de langage. Alors, voilà, on a voulu voir dans l'affirmation de l'égalité des humains un acte performatif accompli par les révolutionnaires qui visait, ce faisant, non pas à énoncer quelque chose qu'ils considéraient comme vrai, mais à induire une transformation dans la réalité des choses. Et d'une façon telle qu'il convenait de commencer par affirmer quelque chose dont on ne prétendait pas spécialement que ce soit vrai, mais de l'énoncer afin que cela devienne vrai. C'est l'opinion, par exemple, de Manuel Cervera Marzal dans un entretien qu'il donne à Libération le 6 février 2019 et dans un livre qu'il a récemment publié sous le titre de « Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir ». Alors, Manuel Cervera Marzal est un représentant de cette pensée qu'on rangera du côté de la gauche radicale. Bien. Et dans cet entretien à Libération, le 6 février 2019, il déclare ceci, je cite, ouvrez les guillemets. « Les révolutionnaires français posent comme premier acte, les révolutionnaires français posent comme premier acte l'idée que les hommes et les femmes naissent égaux. C'est faux, et les révolutionnaires le savaient pertinemment. Les hommes venaient au monde nobles ou serfs, hommes ou femmes, maîtres ou esclaves. » Cervera Marzal continue. « On juge une action politique non pas selon son degré de véracité ou de mensonge, mais selon sa capacité à nous rendre libres ou à maintenir ou renforcer notre état de servitude. En travestissant les faits, les révolutionnaires participèrent à la transformation du monde, ils le rendirent plus juste, ils abolirent les privilèges. » Fin de citation. Je vais relire cette intervention de Manuel Cervera Marzal dans cet entretien à Libération du 6 février 2019. Donc, je redis cette citation. Les révolutionnaires français posent comme premier acte
l'idée que les hommes et les femmes naissent égaux, comme premier acte de leur entreprise révolutionnaire. Nous sommes en effet en 1789. Les révolutionnaires français posent comme premier acte l'idée que les hommes et les femmes naissent égaux. C'est faux, et les révolutionnaires français, les révolutionnaires le savaient pertinemment. Les hommes venaient au monde, nobles ou serfs, hommes ou femmes, maîtres ou esclaves. On juge une action politique non pas selon son degré de véracité ou de mensonge, mais selon sa capacité à nous rendre libres ou à maintenir ou renforcer notre état de servitude. En travestissant les faits, les révolutionnaires participèrent à la transformation du monde, ils le rendirent plus juste, ils abolirent les privilèges. Alors, que je me retrouve dans mes notes, voilà, je crois que cette affirmation de Manuel Cervera-Marzal est complètement fausse. Parce que Manuel Cervera-Marzal oublie que sous l'Ancien Régime, les hommes ne venaient au monde, nobles ou serfs, que parce que des institutions humaines préexistantes à leur naissance les assignaient dès la naissance et même dès la conception, du fait des parents qui allaient leur donner naissance, les institutions humaines préexistantes à la naissance des individus les assignaient dès le moment de la conception en vertu de conventions qui ne devaient rien à ce que la nature faisait d'eux à la naissance, les assignaient à une certaine condition sociale et juridique. En vertu, donc, je disais, de conventions qui ne devaient rien à ce que la nature fait de nous à la naissance et tout à la structure sociale. Contrairement à d'autres critères propres à les caractériser, par exemple masculin ou féminin, blanc ou noir, chétif ou robuste. Contrairement donc à d'autres critères propres à les caractériser, deux nouveau-nés appartenant du fait de leur naissance à l'une ou l'autre de ces catégories, c'est-à-dire contrairement à d'autres critères propres à les caractériser, homme, femme, blanc ou noir, chétif ou robuste, ni l'état de privilégié, ni l'état de roturier n'avaient la moindre inscription objective, réelle, dans dans la réalité objective de ce qu'étaient ces nouveau-nés, réalité objective qui évidemment ne devait rien à l'inscription sociale dans laquelle ils se trouvaient du fait de l'état de la société à cette époque. Là où est-ce que réside l'erreur de Manuel Cervera-Marzal? Elle réside à contester l'affirmation, dans le fait de contester l'affirmation de l'égalité des hommes au nom du fait que les institutions sociales les faisaient naître effectivement sous l'Ancien Régime avec, je dirais, la caractéristique originelle d'être, par exemple, privilégiés ou non privilégiés du fait de la structure sociale dans laquelle ils étaient inscrits par leur noblesse, par leur origine. La particule de noblesse, par exemple, que lèguent à l'enfant des parents privilégiés, cette particule de noblesse, elle n'a de réalité dans cet enfant que celle que lui confèrent des institutions historiques, contingentes par conséquent. C'est ce que Pascal appellera des grandeurs d'établissement, c'est-à-dire des grandeurs, le fait par exemple d'être noble, le fait d'appartenir à un ordre privilégié, cela relève de ce que Pascal appelle les grandeurs d'établissement, c'est-à-dire les grandeurs qui n'existent que pour avoir été établies par convention par
l'institution humaine, par les traditions, par les coutumes ou par des lois qui sont entièrement de création humaine. Ce qui me paraît rendre la lecture de Cervera Marzal erronée, c'est que les constituants de 89 et les déclarants de 89, ceux qui rédigent la déclaration, sont parfaitement convaincus, en affirmant l'égalité naturelle des hommes, de dire quelque chose de vrai, d'énoncer une vérité tout à fait objective, et sinon démontrable comme le sont les vérités des mathématiques, du moins fondées dans des raisons prises dans la nature même des choses. Dans l'énoncé du premier article, le mode grammatical de l'indicatif, du présent de l'indicatif, est cohérent avec cette certitude qu'ont les déclarants d'énoncer, d'affirmer une espèce de théorème moral susceptible d'une preuve tout à fait rigoureuse. C'est un présent de vérité générale qui correspond à l'énoncé d'une vérité elle-même générale. Et ce théorème de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ce théorème énonce une propriété attachée à la nature même de l'homme, exactement à la manière dont les propriétés d'une figure géométrique sont attachées à la nature de cette figure. L'égalité entre les hommes est attachée à la nature des hommes, comme, si vous voulez, le théorème de Pythagore est attaché à la nature du triangle rectangle. Et cette propriété d'être égaux entre eux au point de vue des droits, cette propriété découle d'une donnée parfaitement factuelle, à savoir que tous les hommes sont doués de cette faculté qui donne à chacun la propriété, la capacité de se diriger dans l'existence, de s'y diriger en vertu de ses propres moyens, donc selon ses propres désirs, propriété qui lui confère une souveraineté absolue sur lui-même. Et on peut penser que c'est là ce que Hugo voulait dire en décrivant que l'égalité, c'est le fait. Il y a un fait de l'égale capacité de tous les humains à se diriger dans l'existence sans avoir besoin d'être placés sous la tutelle d'autrui. Et donc, il me semble que cette manière de voir dans l'énoncé de l'égalité entre les hommes un énoncé performatif qui ne prétendrait pas à la vérité, mais qui prétendrait seulement à la capacité de changer les choses et de les faire évoluer vers plus de liberté ou plus de justice, il me semble que cette lecture est fausse. En outre, quelque chose me la rend a priori assez suspecte, c'est le fait qu'elle soit formulée dans le cadre d'une réhabilitation de la post-vérité. Alors ça, c'est un thème très à la mode. Nous vivons à l'ère de la post-vérité. Vous vous souvenez, et c'est dans cette perspective que s'inscrit le petit livre de Cervera Marzal, Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, qui a été publié en 2019. Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir? Cela s'inscrit dans ce courant, vous savez, qu'a inauguré Donald Trump lorsque, par exemple, falsifiant les chiffres des gens qui étaient présents au moment de son investiture, les falsifiant complètement, je ne sais plus quelle conseillère de Donald Trump a parlé de faits alternatifs. Voilà. Ah, on me conteste la réalité factuelle, la vérité factuelle des chiffres annoncés pour le public présent à l'investiture de Donald Trump. Eh bien, il s'agit de faits alternatifs. Alors, vérité alternative, post-vérité, voilà des notions dont je vous avouerai qu'à titre personnel, elles me sortent littéralement par les yeux, et je ne pense pas qu'il faille du tout se réjouir de
du fait que nous entrions dans une ère de post-vérité. Je crois que c'est même une façon catastrophique de voir les choses. Et je crois que l'histoire a suffisamment montré qu'il y a peu de choses dont les entreprises d'émancipation humaine aient autant souffert que de l'idée selon laquelle vérité et mensonge n'auraient aucune importance pourvu que la cause qu'on défend soit juste. Et d'ailleurs, il me semble que Manuel Cervera Marza devrait considérer lui-même son propos comme relevant de l'action politique, je le cite, relevant d'une action politique qui vise à nous rendre libres et à opérer ce qu'il appelle une transformation du monde. Alors, si c'est le cas, si son propos s'inscrit bien à ses propres yeux dans cette perspective d'opérer une transformation du monde et de nous rendre plus libres, alors peut-être le degré de véracité ou de mensonge, comme il dit, de ce qu'il dit ou écrit lui-même, n'a à ses yeux aucune importance. Mais à mon avis, cette manière de penser le rapport entre la vérité et l'action politique est une manière profondément erronée. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette première partie et j'envisagerai ensuite la manière dont s'opère le passage de cette égalité comme réalité de nature et donc comme droit naturel de l'homme, comment s'opère le passage de cette égalité naturelle à l'égalité comme statut civil, statut juridique des humains vivant en société. Voilà, je vous donne rendez-vous donc pour la deuxième partie de cette séance du 7 décembre 2021. À très bientôt.